vous êtes un bon capteur. Je reste par là s'il y a des questions après. J'attends que vous présentiez. Alors, ça ne marche pas. Comment vous faites? Voilà, c'est celle-là. Donc, je vais présenter l'AFPS, hein, c'est l'Association française du génie parasismique. Et un peu plus près, comme ça, d'accord. Donc, a pour objet l'étude des séismes, leurs conséquences sur le sol, sur les constructions, sur leur environnement, la recherche et la promotion de toutes mesures pour protéger les villes humaines. Donc, c'est important, c'est les villes humaines. Et puis, on participe à la coopération internationale aussi. Donc, en fait, c'est une organisation classique d'association, mais particulière. Il y a deux petites sous-associations, deux chapitres Martinique, un chapitre Martinique et un chapitre pour la Guadeloupe. Et donc il y a des représentations locales au regard de la sismicité particulière de nos territoires. Et puis il y a dans l'organisation, il y a une cellule qui s'occupe des missions post-sismiques. Donc comme M. Berne en a participé aussi à l'émission, on va sur les endroits où il y a des séismes, donc on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et on fait des rapports. Il y a le comité scientifique et technique qui vérifie les rapports et qui aussi s'occupe de rédiger des cahiers techniques, des guides, et qui participe aussi à l'évolution de la réglementation. Et puis il y a la cellule d'urgence. Je vais vous expliquer ce que c'est que la cellule d'urgence. Là, donc, en fait, c'est pour montrer tout ce qui est rédigé. Il y a une grosse bibliothèque avec plein de documentation. D'ailleurs, je vous laisserai un petit guide sur les propriétaires, comment analyser son bâtiment. Alors, donc, le dispositif d'urgence, ça a été mis en place suite au séisme des Saintes en 2004, c'est il y a une vingtaine d'années, il y a 20 ans. Et où en fait on a dit qu'il y avait besoin de diagnostic, compte tenu des désordres qu'il y a eu, et il a fallu avoir une méthodologie commune et un diagnostic qui soit incontestable. Donc en fait il y a eu la proposition de mettre en place une cellule d'urgence qui a fait l'objet d'une convention avec la Direction générale de sécurité civile et de gestion de crise du ministère de l'Intérieur et la FPS. Et en fait, ça a créé la cellule d'urgence. À savoir, il y a chaque année des formations qui sont pour des personnes, des ingénieurs, des architectes qui ont une connaissance bâtimentaire préalable. Et il y a actuellement 150 inspecteurs qui sont présents en Martinique. Il y en a à peu près 100 en Guadeloupe. Donc en fait, on a un potentiel sur la zone Antille de l'ordre de 250 inspecteurs. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Il y a un séisme. On est là. Donc en fait, résistance au séisme du bâtisse qu'on croit et ce qui est. Sous-titré, ce n'est pas parce que ma maison paraît solide qu'elle l'est. Voilà. Donc en fait, ce qui est important, je rappelle, pour que les objectifs de la construction parasismique, c'est sauver des vies. Donc la construction peut subir en cas de séisme des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer sur ses occupants. C'est le but. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 75% des décès lors des tremblements de terre sont dus au bâtiment. Alors, normalement, il y a l'année dernière un séisme à Taïwan où il y a une grande culture de la construction parasismique. Et là, en fait, la majorité, il y a eu très peu, alors qu'on a eu un séisme de 7, avec des secousses importantes, des modifications de sol, etc. Et en fait, il n'y a pas eu il y a dû y avoir un mort sur le bâtimentaire, lié au bâtiment, et le reste, c'est lié au glissement de terrain. Donc vous voyez la qualité du bâti qu'il peut y avoir. C'est assez exceptionnel. Donc en fait, c'est donc la notion de classement de bâtiment. C'est vrai que ce que je vous dis sur les maisons, sur le logement, c'est on n'attendrait peut-être pas la même chose d'une caserne de pompiers. On espère que la caserne résiste, ou d'un hôpital, on aimerait qu'il reste fonctionnel après le séisme. Donc en fait, pour les maisons, pour les logements, les bureaux de moyenne importance, les établissements recevant du public,
c'est qu'il y ait une tenue suffisante pour que ça n'écrase pas les gens qui sont à l'intérieur. Alors, les trois petits cochons, les faux semblants. Comment choisir sa maison? Alors, il y en a une en paille, une en bois et une en brique. Laquelle choisissez-vous? Alors, elle est où? Bois ou paille. Voilà, ne choisissez pas la maison en brique. Alors, comment réagit chacune de ces constructions face à un séisme et quelles peuvent être les conséquences? Effectivement, si on a une maison en brique, on peut penser qu'elle va s'écrouler et que recevoir des briques sur la tête, ça ne fait pas du bien. La maison en bois, c'est pas mal, hein, on peut peut-être se glisser, mais la maison en paille, si elle vous tombe dessus, c'est sûr que ça ne vous en fera pas de mal. Donc globalement, hein, ça dépend de l'objectif qu'on assigne à la maison. Mais ceci dit, s'il y a un cyclone, je vous conseillerais d'avoir une maison en paille. Donc peut-être que la maison qui est la mieux, c'est peut-être celle qui est en bois, si ça doit résister au cyclone, au séisme. Mais faut-il encore que pour les cyclones, elle soit bien conçue, la maison en bois. Et il y a là, en fait, il y a justement, je vais faire la promotion de la FPS, il y a un cahier technique qui va sortir prochainement, très prochainement, il est à l'édition, et qui concerne en fait la construction de maisons individuelles pour résister au séisme et au cyclone. Pour suivre la réglementation qui oblige à ce que les bâtiments résistent au cyclone et au séisme. Les éléments de contexte. Donc en fait, on est dans un système où en fait il y a la réglementation. On a des constructions qui datent, 60% des maisons ont été construites avant 1991, des maisons individuelles. Et à cette époque-là, en fait, il n'y avait pas une grande obligation de respecter la réglementation qui n'était pas encore en place. En fait. Donc, surtout pour les maisons individuelles. Hein. Même pour les logements collectifs, il a fallu attendre 75 pour avoir des bâtiments qui respectent la construction, les règles sismiques. Le premier bâtiment de mémoire collectif qui respecte la réglementation, ça doit être une tour Jamel et Eliane, qui sont des bâtiments de grande hauteur. La réglementation de l'époque, c'est le PS 62. Alors, donc une forte vulnérabilité générale du bâti, donc une application récente, très récente de la réglementation, une forte densité de population sur les zones centrales, notamment, des maisons qui sont construites sur des zones naturellement dangereuses, des fortes pentes, raides ou instables, donc sous des zones d'éboulement, ou souvent dans les boues, ce qui est normal pour les littoraux, où il y a des risques de liquéfaction. Il y a aussi les membres où en fait on peut avoir des éclaircies. Et puis il y a certaines pratiques constructives qui ne sont pas super top. Alors il y a l'autoconstruction où on fait un peu ce qu'on pense, parce qu'on a tous des architectes et des maçons. Donc il peut y avoir des portiques, souvent qui correspondent à des édifices, et puis il y a aussi des rajouts dans le temps aussi. Et là aussi, ça peut avoir en fait des vertus destructrices par rapport au bâtiment initial qui lui aurait pu être bien conçu. Faites attention quand vous faites des rajouts. Voilà. Et en plus, il y a des agressions climatiques avec les corrosions des aciers et du ciment, avec la carbonatation du ciment, des bétons, peuvent être assez importants. Et puis, si c'est une maison en bois, il peut y avoir des attaques de termites et des porosités. Donc, de l'importance de l'entretien. Alors, quoi faire? La réglementation, c'est le Eurocode 8, article 3. Ça n'impose pas de faire de renforcement d'un bâtiment, normalement. Mais si vous êtes propriétaire et que vous louez par exemple votre maison, si vous avez un locataire, et qu'il arrive quelque chose, votre responsabilité civile pénale pourrait être engagée, malgré tout. Donc,
c'est bien de se poser la question de est-ce que ma maison est solide ou pas. Donc, rappel rapide des ondes, hein, il y a les ondes de volume, c'est les ondes P et S, celles qui sont précurseuses, voilà, et qui arrivent avant, mais qui sont en fait pas destructrices. Les ondes destructrices, c'est les ondes de surface, les ondes log et R, avec donc des mouvements un peu dans tous les sens, hein, de surface ou d'ondulation. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces ondes qui arrivent en surface? Eh bien, elles peuvent entraîner des éboulements, des glissements de terrain, et donc de l'importance de l'environnement sur le bâti. Donc, c'est avec des conséquences d'écrasement de bâti, si vous êtes en dessous, des bâtiments qui peuvent être emportés dans un glissement, comme on a connu sur Sainte-Marie, par exemple, en dehors du séisme. Mais en séisme, il arrive assez souvent en fait, des bâtiments qui sont emportés dans les glissements. Et puis, il peut y avoir des phénomènes de mise en liquéfaction du sol dans les zones basses, dans les bourgs. Ça peut être tout à fait le cas, et ça avait été le cas pour le séisme de Fort-de-France de 1839, du fait de liquéfaction du sol. Donc avec des basculements du bâti, et puis, dans le mauvais sens. Et puis ce qu'il peut y avoir aussi, c'est des effets de cycle géologique et topologique qui sont liés, c'est des phénomènes de résonance sur les surfaces, et donc d'amplification de l'onde sismique. Et le séisme de Lambesc de 1909, c'est vraiment typique. En fait, l'onde est partie sur le mont et en fait a résonné sur les parois. Et le village qui était en haut du Morne s'est trouvé complètement détruit, alors qu'en bas, il y a eu nettement moins de dégâts. L'effet de cuvette, c'est aussi avec une résonance sur les bords de la cuvette. C'est le séisme de Mexico de 1985. C'est aussi, on a vu ça en Albanie en 2019, aussi sur Durrës, sur la plaine de Durrës, qui est une ancienne plaine alluviale, avec des phénomènes de résonance qui a attaqué les bâtiments d'une douzaine d'étages. Et puis sur le séisme de Mexico, c'est des bâtiments aussi d'une certaine hauteur qui sont mis en résonance avec ce phénomène-là. Je crois que c'était une vingtaine d'étages, un peu comme ça, je sais plus, une quinzaine d'étages. Voilà. Donc en fait, c'est un séisme, ça met en résonance des bâtiments, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Hein. Je n'ai pas les vidéos, parce que je suis moins bien équipée que je suis verte, mais vous voyez très bien en fait des essais sur les tables, des bâtiments de différentes hauteurs qui sont soumis à des séismes avec des fréquences différentes, et en fonction de la fréquence du séisme, donc c'est pas lié à la nature du sol lui-même. Il y a les bâtiments de petits niveaux qui se mettent en résonance. Après, c'est ceux qui sont un peu plus hauts et après les plus grands. Donc, voilà. Donc, et puis il y a aussi des failles en surface. Hein, on en a une nouvelle en Nouvelle-Zélande. Et c'est dangereux, mais ce qu'il y a, c'est que si la maison elle est bien construite, et que ça doit être le cas de la maison Nouvelle-Zélande, où en fait, bon, il y a eu le premier étage qui était le premier niveau qui était transparent, qui est tombé, mais l'étage de vide, en fait, il est resté à peu près intact, il est resté intact, et les gens ne sont pas morts, ce qui est le but, en fait, de la construction par un sisme. Donc ça, c'est en Turquie, ça, le bâtiment cassé. L'autre, ça doit être en Asie, je crois que c'est à Taïwan. Alors, donc, de l'importance de la situation du bâtiment, où il est construit, et du sol. Alors, donc, après, c'est sur la notion d'intensité et magnitude. En fait, la magnitude, c'est l'énergie. L'intensité, c'est une échelle, hein, c'est l'échelle EMS 98 qui est utilisée aujourd'hui. Et c'est en fait, quand vous témoignez, ça permet de définir l'intensité. Donc, c'est vous avez ressenti,
ça a beaucoup bougé, il y a eu des destructions, etc. Et donc la toxicité, ça va jusqu'à 10 voire plus, et ça permet de définir un séisme. Par exemple, le séisme de magnitude 7 et quelques qu'on a connu en 2007, il était d'une intensité, je ne sais pas si c'est modéré à fort, mais pas plus en tout cas. Donc c'était pas un gros séisme. Donc c'est magnitude de plus de 7, ça paraît beaucoup, mais l'intensité, c'est-à-dire ce qui a été ressenti et les dégâts provoqués, ils n'ont pas été importants. Alors, donc en fait, bon, ça, de surface, ça fait que ça bouge dans tous les sens. Hein. Alors, donc en fait, parce que je sois trop longue, donc avant le séisme, on a un bâtiment droit et après, donc, ça bouge. Voilà, ça bouge comme ça, de façon horizontale dans tous les sens. Et ce qui peut se passer, c'est la construction peut glisser sur ses fondations. Elle peut glisser, il y a le toit qui peut glisser. Il peut y avoir aussi des ruptures diagonales des murs à l'intérieur. Et voilà, et aussi le cisaillement de portique. Le portique, en fait, c'est un système de construction poteau-poutre, avec de la remplissage de maçonnerie. C'est globalement le système qu'on utilise quand on fait de la maison sur pilotis. Le mieux, c'est de construire avec des voiles de béton, au moins en palais de stabilité. Voilà. Alors, donc en fait, l'action horizontale du séisme, c'est aussi, ça peut entraîner des oscillations du bâtiment, des oscillations de torsion. Ça correspond en fait à une déport, à une distance qui se fait liée à des irrégularités du bâti entre le centre de gravité et le centre de rotation du bâtiment. Voilà. Donc ça crée un couple, et ce qui fait qu'en fait, il y a une partie qui bouge plus que l'autre. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé sur le bâtiment qu'on voit là. Il y avait une rigidité qui était donnée par qui était donnée par la cage d'escalier. Donc là, il y a eu une grosse sollicitation sur les poteaux qui se trouvaient en bout, avec notamment en plus une partie qui était transparente, puisque là, il n'y avait pas de maçonnerie. Et donc, en fait, il y a eu une très grosse sollicitation à ce niveau-là, et ça a cassé. Donc, le bâtiment est tombé en partie. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a parlé des mouvements horizontaux, dans tous les sens, et il y a aussi les mouvements verticaux. Donc, les mouvements verticaux, c'est ce qui crée les espèces de coups de fouet sur les porte-à-faux. Donc, les porte-à-faux, ça peut être des éléments de dangerosité, surtout s'ils sont importants. Là, vous voyez, c'était un gros porte-à-faux assez important, et donc ça a cassé. Donc, quand on voit cette maison-là, avec ce porte-à-faux-là qui est important, on peut se poser des questions sur sa solidité au séisme. Donc, les facteurs de vulnérabilité, c'est les défauts de contreventement, c'est une architecture irrégulière, la présence de points de vue aussi, ça c'est important, et les risques d'interaction de structure, la qualité des matériaux, la mise en œuvre et la qualité des fondations. Donc on va voir ça rapidement. Donc les défauts de contreventement, c'est vous avez une force de pousser sur le côté, le séisme comme ça, et en fait, si votre maison elle est souple, elle penche d'un côté, elle penche de l'autre et elle tombe. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des palais de stabilité. Donc en fait, c'est bien, c'est d'avoir des voiles rigides, que la maison soit en bois ou en maçonnerie, à des endroits stratégiques pour contrebalancer l'effet du séisme. Un palais de stabilité en bois, ça peut être simplement une croix de Saint-André qui permet de préjudifier la structure. Alors,
Donc là, vous voyez en fait une maison, c'est un séisme qui a eu lieu au Japon. Donc en fait, on a une maison lourde, on voit qu'il n'y a pas de contreventement sur cette paroi, et il y a certainement un mauvais entretien et une toiture très lourde. Donc en fait, le séisme a bougé et la maison a été emportée et a basculé à cause du séisme. Là, on voit une maison qui en fait a bien résisté. Ce qui est intéressant, en fait, c'est justement, on apprend quand on fait la formation d'inspecteur de l'urgence, on apprend à identifier les dégâts qui sont graves et les dégâts qui ne sont pas graves. Là, en fait, on voit des éclats d'anguille, simplement. La maison, elle est entière. On aperçoit la structure, en fait, c'est une maison en bois, structure bois, avec des points de contreventement, on voit des angles de force. Et en fait, c'est simplement de la maçonnerie de remplissage. Donc la maison est restée intègre et donc elle pourra être réhabilitée, réparée. Alors là, je vais vous montrer quelque chose par-dessus. Parce que vous allez me dire, on ne trouve pas ça en Martinique, ce type de construction. Eh bien si. À Fort-de-France, vous allez voir souvent des maisons comme ça, Brigade des Fagesse, etc. Il y en a plein. Eh bien, ce n'est pas des maisons de maçonnerie, structurellement, c'est des maisons en bois, en structure bois, avec une peau maçonnée. Là, on voit l'intérieur, hein, c'est la maison du patio 19. Et en fait, on a une structure bois, bien contreventée, et les bouchons de tirant, ce qui ressemble à des bouchons de tirant, c'est simplement en fait des accroches de la maçonnerie avec la charpente qui est derrière. Donc, comme ça, quand vous allez vous balader à Fort-de-France, et même ailleurs, hein, j'ai même vu une petite maison sur le front de mer du Robert qui est fait sur ce principe-là aussi. Alors ça, c'est après le séisme de 1839 où on s'est rendu compte que les grosses maisons bien lourdes, elles n'avaient pas résisté. Et bien, il y a un règlement d'urbanisme qui a dit il faut faire des maisons à structure bois ou métallique, comme la maison Vénitono, vous pourrez aussi admirer, qui est une maison en fait structure métallique avec du remplissage de maçonnerie pour protéger contre les incendies essentiellement. Alors, donc le manque de contreventement, hein, ça c'est Haïti, c'est le souci, c'est le risque, c'est effectivement l'effet de galettes, de sandwich garni résulte de ce type d'effondrement. Donc en fait, quand on voit cette maison-là, on voit alors, le risque d'effondrement sous séisme, il est tout à fait possible. Ceci dit, on a quelque chose de relativement léger, mais bon, s'il y a quelqu'un qui est là et qui reçoit cette façade-là, c'est pas top quand même. Voilà, donc ça c'est problématique. Alors les défauts de chaînage aussi, hein, c'est important, c'est le chaînage, c'est quand en fait les bâtis mobilisés selon tous les angles, toutes les lignes du cube, en fait. Hein. Donc en fait, vous mettez des ficelles de partout, vous les isolez, voilà, et vous dites ça va tenir. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on voit sur cette partie-là, c'est l'absence de chaînage en tête. Et donc là, on a un début de basculement en plan vertical. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut rencontrer. C'est au simple. Hein. C'est au simple. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est l'absence de chaînage en pignon. Donc en fait, on avait juste la maçonnerie qui était libre. Il y a eu séisme, c'est tombé. Alors là, donc en fait, c'est une maison au Lamentin. C'est pour montrer l'absence de contreventement. On pourrait croire qu'il y a du contreventement. D'abord, c'est que du remplissage. En fait, la maçonnerie, les poteaux ne sont pas harpés dans la maçonnerie. Ça, c'est comme ça qu'on doit faire des poteaux. Et en fait, il y a les ouvertures, il n'y a pas de chaînage dans les ouvertures. Donc en fait, il y a un séisme, tout
tout ça saute. Donc en fait, vous vous retrouvez avec une structure fragile. Voilà. En plus, avec un poids qui est calqué par la carbonisation du béton. Voilà. Donc c'est une maison fragile. Alors, on se dit c'est une maison pas bon état, etc. C'est normal. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui sont comme ça, où il y a un manque de chaînage, mais on ne le voit pas parce qu'il y a de l'enduit. Donc c'est caché par l'enduit. Donc là aussi, il y a des défauts de maçonnerie de matériaux. J'ai essayé de mettre une photo qui zoome, on voit que c'est la mauvaise qualité des parpaings et de la pose des parpaings. Là, il n'y avait pas de chaînage. Tout ça, c'est des photos qui ont été prises au cintre aussi. Donc, en fait, on a de la maçonnerie épaisse, on pourrait croire que ça va venir résister, mais donc c'est fragile. Donc là aussi, on voit bien le problème des matériaux hétérogènes qui n'ont pas de tenue. Donc l'irrégularité en plan, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est la différence entre le centre de gravité et le centre de rotation dû à la réaction du secousse sismique. Et donc là, ça crée aussi beaucoup de désordre. Donc ce qui est le mieux, c'est d'avoir d'être proche du carré ou du rectangle parfait pour éviter, pour se prémunir de ce problème-là. Ou alors, il faut faire appel à un ingénieur qui va calculer les bétons et les aciers pour compenser ces irrégularités. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Par exemple, là, par exemple, ça, c'est une cage d'escalier d'un côté, c'était le cas de cette maison-là. En fait, avec la cage d'escalier sur un côté, ce que ça a entraîné, c'est de l'autre côté, ça a beaucoup bougé. Et ça, vous voyez l'image de l'autre côté. Le grand mur a explosé. Donc là, c'est aussi l'irrégularité en plan. Donc c'est la même image que tout à l'heure. Là, ça a cassé à ce niveau-là, par là. Là aussi, c'est une irrégularité en plan. En fait, c'est un bâtiment en U, hein, c'est en Martinique. Et en fait, les deux ailes, elles ont... Et ça a entraîné des accumulations de contraintes sur les angles. Et là où en plus, il y a la cage d'escalier qui formait un point de mur, donc il y a eu des éclatements des structures. Là, c'est aussi encore une irrégularité en plan qui est liée en fait à une différence de hauteur sur un même bâtiment. Et donc, en fait, ce qui est plus haut est secoué comme ça, alors que le reste du bâtiment, il est secoué comme ça. Donc, en fait, on a deux types de vibrations différentes sur un même bâtiment. Et donc, ça donne l'effet de feuilletage qui est montré ici. Voilà. Et donc ça a donné des ruptures comme ça. Et là, les deux clochers de l'église ont disparu dans le séisme. Alors après, il y a les irrégularités en élévation. Donc là, en fait, on a un rez-de-chaussée transparent. Ça peut se faire assez souvent en fait, hein, dans le rez-de-chaussée commercial, avec une hauteur plus grande que sur les autres niveaux. Et donc ça crée une discontinuité dans le plan de l'élévation et donc un étage qui est fragile. Donc là en fait c'est la mairie de Kobe. Il y avait un étage transparent, un grand open place, et donc qui est descendu. Et ce qu'ils ont fait, en fait, comme le bâtiment était assez bien conçu, hein, c'est une erreur de conception, ils ont enlevé ça et en fait, tout ça a été en excellent état et donc ils ont gardé cette partie-là de la mairie. Alors, la présence de poteaux courts, aussi ça c'est important, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les constructions ici. Il y a des poteaux, et puis on fait une allège,
Et on se dit, bon, c'est pas grave, hein, on a notre structure qui est régulière, on rajoute une allège, où on attache une cage d'escalier au poteau. Et en fait, on concentre en faisant ça, on concentre l'énergie sur le poteau qui est plus court. Et donc, en fait, c'est celui-là qui va être le plus sollicité. Et donc, efficace. Donc, c'est pour ça qu'on a des ruptures comme ça. Là, il y a des ruptures là. Là, il y a des ruptures en rez-de-chaussée aussi. Voilà. C'est l'effet poteau. Voilà, nous, les poteaux bridés, c'est la même chose, hein. C'est à peu près le même phénomène. Là, c'est la lège. Vous voyez, le gros poteau, il a cassé, il a complètement explosé parce que il se trouve que les contrats se sont concentrés sur ce poteau-là. Et donc, par exemple, là, vous voyez, les autres poteaux ont des fissures en croix. Celui qui est contraint que d'un côté, il a une diagonale dans un sens de fracturation. Donc c'est très important de faire attention à ça, et ça correspond en fait, vous avez une maison surpilotique, et puis vous décidez de fermer le bas en laissant en fait, on va laisser un peu de jour, etc. Là c'est une catastrophe. Donc si vous voulez fermer votre maison, le jardin de le premier niveau de votre maison surpilotique, faites très attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que vous pouvez entraîner les dégradations possibles de votre maison. Voilà. Alors aussi, une autre incohérence structurelle, hein, c'est le poteau faible et la poutre forte. Alors là, l'exemple, c'est sur une construction métallique. On pourrait croire que on a une poutre là, on a un poteau là, que tout va très bien, que c'est à peu près la même dimension, etc. Sauf que ça, c'est bien un poteau, mais la poutre, c'est pas ça. La poutre, c'est tout ça, c'est toute cette hauteur-là. Donc en fait, on a une poutre extrêmement rigide par rapport à un poteau qui est faible. Donc qu'est-ce que ça a entraîné? Eh bien, bon, celui-là, il est tendu, celui de l'autre côté, il est tombé, il s'est cassé, rupture du poteau. Donc on peut se poser la question, quand on voit ça, ben là, on a une poutre qui manifestement paraît forte et un poteau qui est plus fin. D'ailleurs, quand on zoome, ben, on voit même les zones de fracture. Ça peut tomber. Voilà. Alors, autre souci hein, qu'on rencontre souvent, c'est l'absence de joint de dilatation ou de joint insuffisant. Donc, les joints insuffisants, on a vu ça sur une école dans le nord de la Martinique, je ne sais plus laquelle c'est, où en fait le joint il était insuffisant et plein. Et donc, en fait, ça fait que les deux parties se sont entrechoquées. Là aussi, on a, c'est en Albanie, ce bâtiment-là est mis cogné contre celui-là et donc il s'abîmait fortement. Là aussi, on a aussi un entrechoquement. Là, il y a une absence totale de joints et en plus une différence de discontinuité de niveau. Puisque, voilà, donc là aussi, ça donnait ça à l'intérieur de la construction. Le mur est complètement défoncé. Là, c'était un joint de dilatation qui était bien suffisant, sauf que pour avoir une continuité, là, on a créé un point de contact et crac, ça a fissuré. Et puis aussi, hein, ce qui est important, c'est le ferraillage. Donc, voilà, donc là, par exemple, on a une descente P qui est passée au milieu du poteau. Là, c'est des ferraillages qui sont surdimensionnés, en tout cas sur les verticaux. Et souvent aussi, ce qu'on voit dans ce genre de construction, c'est les accroches horizontales qui glissent, qui ne tiennent pas. Donc voilà. Donc en fait, un point de vigilance à avoir sur tout ce qui est structure poteau-poutre hein, qui résiste pas hyper bien. Il faut mieux privilégier les structures avec des voiles. Voile, c'est un mur qui fait au moins 90 cm de large. Hein.
Donc sur 18 de long, sur 10, plutôt de long, sur 18 de large, hein. La hauteur d'un étage. Parce qu'en fait, il y a une grosse contrainte sur les 9 lignes. C'est là où il y a le plus de force. Donc il y a vraiment une grosse sollicitation sur les 9. Voilà, et puis après, il y a aussi de l'importance de la liaison avec le sol. Donc en fait, si vous avez des résines isolées, il faut absolument qu'il y ait une longue grille pour que en fait, il n'y ait pas ce type de risque de rupture et que la construction bouge d'un seul tenant. Voilà, donc là, avec les bonnes pratiques sur les fondations. Voilà, je pense que j'en ai fini. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'essaie de faire je pense que c'était moins limite que M. Verdier. Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième partie avec Mme Leroux de Strat.